14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors, qui n'a pas eu un jour ou l'autre un accident et cet accident, généralement, il arrive juste à un moment où peut-être il fallait changer quelque chose dans sa vie. C'est ce qu'on appelle très joliment, en tout cas c'est comme ça que Michel Odoul dit, nos actes manqués réussis. Et il est évident que suivant l'endroit de notre corps qui aura été impacté, ça n'aura peut-être pas la même signification. Alors bien sûr, une entorse ou une jambe cassée, c'est pas tout à fait la même chose, évidemment. En ce qui concerne ce que on arrive à comprendre, c'est assez étonnant parce que, comme par hasard, ça nous arrive pas n'importe quand, mais si on arrive à y mettre du sens, a priori, on guérit un petit peu plus vite. Mais si on reste sourd à ce que notre corps nous envoie, alors on peut se faire encore plus mal. Voilà ce dont on va parler aujourd'hui et on va essayer d'analyser un peu mieux les maux du corps physique au lieu des maladies, comme on le fait souvent avec Michel Odoul. Mais vous pouvez bien sûr, si vous avez vraiment besoin d'un conseil aujourd'hui, évoquer d'autres maux du corps. On vous attend, on attend vos témoignages au 0826 300 300. Et puis notre devise du jour, ayez la sérénité d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer. En Love Conseil, on parlera de l'homme d'aujourd'hui, qui est-il ? En Sexo Conseil, on parlera de la sexualité, est-ce un jeu ou un enjeu ? Et notre débat 3 minutes pour convaincre, un accident signifie toujours qu'il faut ralentir ou agir autrement, d'accord ou pas d'accord, on verra ça tout à l'heure. Michel Odoul, merci d'être avec nous. Merci, bonjour Brigitte, merci de me recevoir. Mais non, merci à vous d'être là, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont ravis quand vous êtes là et qui ont envie de leur raconter leurs petits bobos, ou leurs gros bobos d'ailleurs. En tout cas, vous êtes le fondateur de l'Institut français de Shiatsu, vous travaillez depuis de nombreuses années sur nos maux du corps justement, et vous les interprétez extraordinairement bien. On va bientôt fêter vos 30 ans d'exercice. Alors, c'est pas les 30 ans d'exercice, l'exercice c'est un petit peu plus, c'est les 30 ans de la publication de 10 mois où tu as mal. Des 10 mois où tu as mal, je te dirai pourquoi. Donc oui, on va fêter ces 30 ans et je pense qu'on le fera dignement. Il va y avoir une version anniversaire spéciale du livre qui va être sorti, une édition limitée, enfin avec plein de choses particulières à l'intérieur et je pense que ça sera un grand moment et un grand événement parce que, et j'en suis le premier surpris, 30 ans pour un livre, c'est très rare. Oui, et ce livre continue à se vendre. Et ce livre continue. Et c'est vraiment la signification pour moi et c'est ça qui me satisfait vraiment et me fait du bien dans cette histoire-là, c'est que manifestement on voit à travers ce succès-là que beaucoup d'entre nous cherchent du sens à ce qui leur arrive à leur vie. Alors vous évoquiez cette notion de l'acte manqué réussi, oui. C'est votre formule, je crois. Voilà, ma formule, c'est en partant de la formule de Freud. Freud disait qu'à tout moment, l'inconscient pouvait prendre le pas sur le conscient. Et c'est là où nous trébuchons, nous faisons un faux pas, nous faisons ce qu'on appelle la langue lapsus linguae, c'est-à-dire nous employons un mot à la place d'un autre, etc. Et Freud disait que c'était notre inconscient qui nous savonnait un petit peu la planche et qu'en fait, ce qui était à comprendre, c'était justement dans le choc, dans la blessure ou dans le mot qui était employé à mauvais escient. Et Jung était allé encore un cran plus loin où il disait que à tout moment, notre inconscient ou notre soi, quelque chose à l'intérieur de nous en tout cas, pouvait prendre le pas sur le moi et sur le conscient pour faire ce qu'on appelle pousser l'être à la métamorphose. C'est-à-dire que Jung amenait effectivement cette notion que l'acte pour le conscient était certes manqué, mais qu'en réalité sur le fond il était réussi parce que c'était enfin quelque chose qui au fond de nous réussissait à s'exprimer et que nous avions quelque chose à en comprendre. Pour comprendre ce que vous dites, pour que tout le monde comprenne bien, je vais dire que c'est un petit peu comme si on avait plusieurs couches. Et on a des couches qui servent à nous protéger entre notre enfance et l'âge adulte, etc. Mais ces couches, à la fois, elles nous protègent, mais elles bloquent nos vrais désirs, quelque Bien part. sûr. Et non seulement nos vrais désirs, mais peut-être ce qu'est notre chemin et ce vers quoi nous avons à aller. Et nous savons tous, combien de fois tous, nous avons su parfaitement qu'il y avait telle ou telle chose qui était à faire. Mais ça ne nous plaisait pas, ça nous gênait, ça nous posait problème, etc. Mais parce qu'on aime nos habitudes, la routine, la facilité, la tranquillité. Changer quelque chose, c'est pas simple. Sauf que dans ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est un peu comme un enfant qu'on empêche de parler ou qui a l'impression qu'on ne s'occupe plus de lui.
eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des bêtises, il va avoir des mauvaises notes à l'école, parce que là, à ce moment-là, il va attirer l'attention. C'est-à-dire qu'à un moment donné, notre moi et notre conscience a besoin que quelque chose d'inconfortable... Qu'on l'entende. Pour nous forcer à entendre. Et c'est parfois, bien sûr, compliqué. Absolument. Et vous parlez des enfants, il y a un signe très très important. Quand un enfant va mal, en général, si on ne le voit pas, il va aller encore plus mal. Il peut se mettre à faire pipi au lit, il peut enfin, être malade, etc. etc. Donc ça, c'est un message que les parents devraient... Mais nous ne sommes pas toujours disponibles à ça, nous ne sommes pas toujours prêts à l'entendre. Et quand c'est un enfant qui est au plus profond de nous, qui essaye de s'exprimer de cette façon-là, oui, ça peut aller jusqu'à l'acte manqué réussi, qui peut être le petit traumatisme ou l'objet qu'on casse, mais qui peut aller parfois beaucoup plus loin. Ça peut être parfois extrêmement brutal, parce qu'on aura su verrouiller les choses et fermer la porte pendant trop longtemps. Et d'ailleurs, c'est ce que vous dites souvent, on peut avoir un petit accident, si on n'en tient pas compte, on en aura un plus grand, en quelque sorte. Il y a des chances que, à un moment donné, la pression monte à l'intérieur. C'est un peu comme si on fermait un peu plus le joint d'une cocotte minute. Ça n'empêche pas la température de continuer à monter à l'intérieur. Et plus le joint aura été serré, plus quand ça va exploser, ça peut faire mal. Et c'est ce qui conduit parfois à des actes extrêmes. C'est-à-dire que ça peut conduire à un accident grave, ça peut conduire à une... Alors vous parliez tout à l'heure d'entorse ou de fracture, mais ça peut aller même au-delà. Et le jour où ça clash et ça explose, il est fondamental qu'il y ait bien entendu l'intervention de tous les soignants possibles et imaginables, mais qu'il y ait un vrai questionnement qui soit posé. Et c'est donc le moment où il faut bénéficier de ce temps obligé à soi, au repos, à la cicatrisation, etc., pour poser les réflexions qui conviennent, oui. Et d'ailleurs, en psychologie, on dit que lorsque le corps est immobilisé, généralement, ça fait fonctionner le psychisme. Hein, donc, ça libère de l'énergie. Oui. Et voilà, et autant, tant qu'à faire, encore une fois, même pour ceux qui ne croient pas à tout ça et qui nous écoutent, tant qu'à faire, si on y met du sens, on supporte mieux, on accepte mieux l'immobilisation du corps. C'est à ça que nous servent toutes les phases nocturnes. Bien sûr. Le corps est immobile, ne bouge plus, n'agit plus, le conscient n'agit plus. À ce moment-là, les profondeurs peuvent émerger. Alors parfois, si nous sommes effectivement tendus ou stressés, ce qui émerge n'est pas obligatoirement ce que nous avons envie d'entendre ou confortable, mais c'est quelque chose qui est important pour nous. Exactement. Eh bien, on vous invite à réagir. Si vous avez envie de nous raconter ce qui vous est arrivé, si vous avez envie de mieux comprendre, vous pouvez nous appeler sur Sud Radio 0826 300 300. On se retrouve tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Aujourd'hui, nous sommes avec Michel Odoul, fondateur de l'Institut français de Shiatsu. Je m'amuse maintenant parce que je sais le dire sans accrocher. Donc j'en profite, je le répète, Shiatsu. Voilà. Faut peut-être pas trop prendre de risques quand même. C'était un private joke entre Michel et moi parce que au début, quand vous veniez, à chaque fois j'accrochais le mot, c'était impossible. Bon, ça va mieux. Alors justement, les accidents. Annie, vous avez eu un accident de la route. C'est bien ça. Bonjour Annie. Alors, on va retrouver Annie. Bonjour Annie. Oui. Bonjour Brigitte. Bonjour Michel. Bonjour. Alors allez-y, racontez-nous votre histoire parce que je crois qu'elle est intéressante justement. Oui, donc j'étais dans une... Je vais couper le haut-parleur. Pardon ? Je vais couper le haut-parleur. Oui, c'est mieux. Coupez le haut-parleur. En général, quand vous passez à l'antenne, sinon ça fait des bruits. Voilà. Allez-y. J'étais dans une relation d'amour très forte et très amoureuse et admirative de mon mari. Et je découvre que forcément, il me trompe. Enfin, forcément, non. C'est pas la question qui me trompe, qui me gênait, c'est qu'on avait quasiment plus de rapport et que lui s'intéressait plus à moi sexuellement. Et je découvre qu'il a une relation assez passionnelle avec une autre personne qui a duré pendant plusieurs mois. Et je prends ma voiture pour aller travailler le 14 février. Jour de la Saint-Valentin en plus, oui, donc symbolique. Voilà. J'ai un accident à 3 km de la maison. C'est une petite route de campagne. On roulait très doucement.
Et voilà, j'ai fait un face-à-face. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça aurait pu être assez fatal. Et grâce à la ceinture de sécurité, qui m'a sauvé la vie, mais elle m'a fracturé. Fracturé le sternum et la clavicule. D'accord. Et ce jour-là, donc c'est ce jour-là que vous découvrez l'infidélité de votre compagnon et sa passion. Alors, je l'avais découvert quelques jours auparavant et j'en avais eu la certitude juste avant, parce que vous savez, on fouille un peu dans l'ordinateur, tout ça. Et juste avant de partir, je l'avais revu et je me souviens très bien que au moment où j'ai pris ce virage, j'étais en train de penser, de relire ce qui était dit dans le message. Ce week-end, je suis tout seul, ma femme part en formation, tu peux venir et on va se retrouver. Et j'étais vraiment en train de penser à ça, et quand j'ai ouvert les yeux, il y avait une voiture en face de moi. D'accord. Et juste pour information comme ça, vous avez dévié votre trajectoire, c'est ça ? Très légèrement, mais c'était une route de campagne. Oui, étroite, où c'est difficile de... Oui, voilà. Oui, non, mais oui. Attendez, je vous accuse de rien, Annie, c'était juste pour... J'ai énormément culpabilisé là-dessus. Non, il ne faut pas culpabiliser. C'est pour ça, c'est... Mais votre témoignage, il est révélateur, en effet, non, Michel Odoul, de ce qui se passe, une sorte de... Non, qu'est-ce que... Là, c'est le message, il est on ne peut plus clair. C'est-à-dire que, si vous voulez, quand on est confronté à quelque chose avec lequel nous avons du mal à laisser émerger le sens ou la portée de ce que nous avons à comprendre ou à vivre, nous avons un ami incroyable, même s'il n'est pas toujours confortable dans la façon de dire les choses, s'appelle notre corps. Et lui, il ne sait pas mentir. Et que les zones de votre corps qui ont été blessées dans cet accident, elles sont toutes sauf hasardeuses. On va voir d'ailleurs à quoi chacune d'entre elles correspondent. Qu'est-ce que c'est le sternum, qu'est-ce que c'est la clavicule. Ensuite, sur le plan de la mécanique pure et simple, dans cet accident, oui, bien sûr qu'on est dans une logique, je pense, de type, entre guillemets, acte manqué réussi, dans le sens où vous êtes au volant de votre voiture, vous conduisez sur une route que vous connaissez quand même, etc., mais qu'à un moment donné, une raison donnée, donc par exemple cette histoire de message que vous avez, etc., votre vigilance diminue et baisse. Mais c'est votre vigilance consciente qui diminue, parce que c'est aussi parfois de temps en temps quelque chose d'autre qui conduit en nous. Vous savez, la sécurité routière avait fait une étude et une analyse de voir qu'est-ce qui se passait quand on était au volant de sa voiture sur autoroute. Et je précise que Michel est un excellent conducteur, puisque vous participez à des rallyes, etc. Donc vous savez de quoi vous parlez. Oui, et donc, merci. Je précise amateur. Et avec ce résultat étonnant pour la sécurité routière, c'est que 80% du temps où nous roulons sur autoroute, ce n'est pas notre volonté, notre conscient qui conduit, mais c'est quelque chose d'autre. Et que si on nous demandait de décrire ce qu'était la route ou les circonstances une fois qu'on était à l'arrivée, on est incapable de le faire. Parce que nous avons une espèce de processus automatique dans cette conduite. Et pour vous, il y a quelque chose qui a effectivement repris les rênes de la voiture. Et ça a produit quoi à un moment donné? Non pas de vous mettre en danger ou en péril, même si l'accident pouvait être gravissime, vous avez échappé à ça, mais en revanche, ça a cassé deux choses en vous. Ça a cassé un sternum et ça a cassé une clavicule. C'est-à-dire que la situation que vous viviez était une situation qui a manifestement cassé quelque chose au plus profond de vous-même. Et le système osseux dans le corps, ce sont nos croyances fondamentales, ce sur quoi nous nous appuyons, nos références profondes. Vous aviez une référence et une croyance fondamentale dans ce qu'était le couple, dans ce qu'était le vôtre, qui était en train de se déstructurer, de se briser. Et les deux os qui ont été brisés au cours de l'accident, c'est le sternum. Le sternum, c'est derrière lui qu'il y a un organe qui s'appelle le cœur. Et lui, il était brisé. Et les clavicules, clavicule, ça vient du latin clavicula, qui veut dire petite clé. Je suppose que c'est la clavicule gauche qui devait être cassée. Et qu'il était temps qu'avec cette rupture-là, vous ouvriez la clé de la juste vision de ce qui était ce masculin qui manifestement était en train de vous trahir. Mais tout à fait. Et en fait, donc, comme j'ai eu aussi les brûlures avec l'airbag, oui. J'avais une amie qui était coupeur de feu, enfin une voisine. Oui. Et donc je l'ai fait venir. C'était impressionnant. Hein. En 3 jours, elle m'a remis, j'ai plus rien du tout. Et à l'époque, mon corps, je suis très résistante à la douleur et je l'écoutais pas.
Et je lui dis, non, mais tu sais, bon, ils m'ont fait passer une radio parce que j'ai même pas voulu aller avec les pompiers ni quoi. Je disais à tout le monde, non, non, mais ça va, ça va. Et en fait, non, j'ai été quand même obligée d'aller à l'hôpital. Et ils m'ont dit, donc, fracture. Et je fais à ma copine, mais tu sais, bon, je sens pas vraiment que j'ai mal. Et elle passe la main, elle me fait, si, t'es vraiment brisée. T'es brisée au niveau du cœur. Et voilà, et c'est exactement comme les mots que vous avez dit, voilà, brisé au niveau du cœur. Et c'est là où je me suis rendu compte, oui, de la situation. Mais vous savez, la clavicule, c'est l'os qui relie le haut du sternum, et juste au-dessus de là se situent les cordes vocales, donc l'expression de soi, et l'épaule, qui est notre vecteur d'action sur le monde. Ouais. Et que cette rupture-là était quelque chose dans lequel à la fois vous aviez une nécessité, un besoin fondamental, c'est de dire ou de crier ce que vous viviez et ressentiez. Et la deuxième des choses, c'est que vous preniez des décisions et que vous passiez aux actes. C'est ça. Et puis, Annie, il y a une chose aussi que j'ai envie de signaler et qui peut-être va vous surprendre, mais lorsque on a quelque chose de terrible qui nous fait terriblement souffrir sur le plan psychique, puisque en effet là, c'est le plan psychique qui souffre, quand le corps prend le relais quelque part, il soulage un petit peu notre douleur psychique. Et c'est... Alors je ne dis pas que c'est plus facile parce qu'on a l'impression qu'on est atteinte des deux côtés et que tout s'écroule. Et en même temps, ça permet de se poser, puisqu'on est obligé, puisque notre corps est immobilisé, et de digérer profondément la douleur psychique. Et peut-être que cet accident vous a aidé à mieux accepter et à mieux élaborer cette souffrance terrible que vous avez ressentie lorsque vous avez découvert l'infidélité de votre compagnon. Mais en même temps, n'oubliez pas ce que vous venez de dire quand vous dites « oui, mais moi je suis dur à la douleur ». Peut-être que justement, une des pistes de réflexion, elle est là et qu'il va falloir un petit peu plus que vous acceptiez vos ressentis de fond. Parce que... Non, cet accident m'est arrivé il y a 10 ans. Donc ça a été vraiment le point de départ pour tout un travail. J'ai tout explosé dans ma vie. J'ai tout changé. C'est le cas de le dire, oui. Et en fait, ça me revient la chanson « Le premier jour du reste de ta vie ». Et je me suis dit, ok, là j'aurais dû mourir. Maintenant j'ai une autre chance, donc j'ai autre chose à vivre. Je vais vivre autrement. Et c'est pour ça que j'ai pu tout changer et tout avec du temps, avec notamment grâce à votre livre aussi, Michel. J'ai pris du temps de réfléchir, de prendre ça et de prendre beaucoup plus soin de mon corps aussi. Et de vous-même, évidemment. Exactement. Eh bien, merci beaucoup parce que votre témoignage, Annie, illustre parfaitement le sujet du jour. Vous êtes nombreux, évidemment, à avoir eu des accidents dans la vie, des accidents de la vie quotidienne. C'est même, d'ailleurs, la première cause d'arriver aux urgences. C'est des accidents de la vie quotidienne. On tombe dans l'escalier, on tombe d'une échelle, on tombe... C'est ça qui est intéressant parce que ce sont des accidents qui se passent dans des contextes qui sont connus, dans des gestes, et des attitudes, des moments habituels. Pourquoi ce jour-là ? Exactement. Pourquoi ce jour-là ? C'est ce qu'on va décoder avec vous, Michel Odoul, durant ces 2 heures. Dans un instant, en Love Conseil, je vous propose de parler de l'homme d'aujourd'hui. Vous avez remarqué que la société change, les relations hommes-femmes changent. Qu'est-ce qu'un homme aujourd'hui ? On voit ça dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons radio. Le Love Conseil. Alors, Michel Odoul, on va parler de l'homme aujourd'hui. C'est vrai que la femme évolue beaucoup. Elle assume de plus en plus son côté masculin sans craindre pour sa féminité. Elle a gagné en liberté, c'est aucun doute, et tant mieux. Et c'est vrai que parfois, les hommes ont un peu le sentiment de ne plus trouver leur place. En même temps, l'homme accepte de s'ouvrir à ses émotions. Il accepte mieux de s'occuper de son corps, notamment en pratiquant des épilations. Et c'est vrai que le mâle gonflé de testostérone, c'est plus trop à l'ordre du jour. Et en fait, je crois que la virilité, c'est une force qui permet de prendre, mais elle n'a rien à voir avec le pouvoir ou la domination. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Alors, avec la domination et le pouvoir, surtout dans leur acception négative, c'est une évidence.
ce mauvais masculin qui a été le fait d'un certain nombre d'hommes et qui peut l'être encore aujourd'hui n'est absolument pas représentatif du masculin. C'est comme si, avec un comportement inapproprié d'un individu, on généralisait à toute une population. Exactement. Donc, il y a des femmes criminelles, on ne va pas dire que toutes les femmes, ce sont des criminels. Il y a des hommes criminels, on ne va pas dire que tous les hommes sont des criminels. En dehors de ça, je crois que oui, le masculin n'a jamais été cette espèce de matamore testostéroné, poilu, hirsute, et qui règle ces choses à coups de massue. Je crois que le masculin, c'est une dynamique. Jung avait beaucoup travaillé là-dessus à travers la notion de l'animus. C'est une dynamique qui est une dynamique d'action et de, comment on va dire ça, de gestion, de maîtrise et d'intervention sur le monde. L'homme a besoin d'agir et de faire. Absolument. Si une femme dit à son conjoint viens, il faut qu'on parle, la première question qui lui vient à l'esprit, c'est qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait. On est dans la notion du faire, alors que peut-être que ça n'est pas du tout ça dont il s'agit, mais simplement d'un besoin de partage ou d'échange. La position de l'homme aujourd'hui, elle est un peu compliquée. Je suis assez bien placé pour le savoir puisque j'en suis un et je vois bien comment la société présente le masculin en général et la manière avec laquelle on a une espèce de tendance, en tout cas dans certaines populations, à les rendre responsables de tout. Et je crois que là-dessus, il va falloir que les équilibres se rétablissent et que chacun prenne la part qui est la sienne dans ce qui est l'homme aujourd'hui. Oui, il a sa part à prendre. Oui, il est capable de porter un enfant et de le cajoler et de l'embrasser. Oui, il est capable de s'en occuper, de changer ses langes. Il est aussi capable de conduire une voiture, on évoquait ça tout à l'heure, de faire un travail qui soit un travail compliqué physiquement, difficile, ou etc. Ou éventuellement même d'aller affronter le monde quand il y a une nécessité à ça. Alors je continue, donc c'est vrai que l'homme, on lui demande d'être un peu plus féminin et je voudrais juste dire que ça ajoute donc des éléments à sa personnalité, mais ça ne perd en rien de sa virilité, hein, y a pas de raison. Seulement, aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont peur, qui manquent de confiance en eux, et en effet, le fait de ne plus être celui qui a le pouvoir, ça peut déstabiliser certains hommes, et c'est pour ça qu'on découvre que de plus en plus d'hommes ont des difficultés érectiles. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les sexothérapeutes. Alors, c'est pas parce qu'ils laissent leurs émotions s'exprimer, mais plutôt parce qu'ils ne sont plus sûrs d'eux, ils sont mis un petit peu en échec, hein, en quelque sorte. En fait, moi j'ai toujours su qu'un macho, c'était pas un homme viril, c'est un homme qui a peur des femmes et qui donc affirme son pouvoir sur les femmes pour pouvoir les dominer, puisqu'il en a peur. Hein. Donc l'homme qui aime la femme n'a jamais été un macho. Il y a beaucoup d'hommes qui n'ont jamais été des machos et qui ont donc aucun problème avec la virilité et l'érection et les femmes. Et en tout cas, ce que je voudrais conclure quand même dans ce Love Conseil, quand on interroge les femmes, voilà ce qu'elles attendent maintenant d'un homme. Hein. Moi, je les écoute tous les jours, les femmes. Elles attendent qu'il ait un peu d'humour, qu'il ne juge pas sa virilité à la taille de son pénis, qu'il sache jouer de la séduction, qu'il soit capable de surprendre, qu'il accepte ses failles, qu'il sache être indépendant sans être possessif. Bon, bref, elles ont besoin d'un homme qui soit aussi capable d'être un père, voilà, mais il n'y a rien de très surprenant à tout ça. Toutes les choses qu'un homme attend d'une femme. Absolument. Donc il faudrait peut-être un peu se calmer entre nous, les hommes et les femmes. Alors c'est Gaëlle qui nous rejoint maintenant. Bonjour Gaëlle. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Alors moi par rapport au sujet, je voulais vous parler. Moi j'ai des problèmes de dos depuis que je suis enfant. Surtout au niveau des cervicales. C'est totalement inexplicable par le côté médical. D'accord. Alors il y a de l'usure, ça c'est vrai. Mais de l'usure quand vous étiez enfant, non. Enfin, j'imagine que non. Alors maintenant, oui. Oui, du coup, avec les années, bien sûr. Et le rapport que j'ai pu faire, c'est vraiment par rapport à ma vie et ce que j'ai vécu, en fait. Tout le poids que j'ai dû accumuler toutes ces années, en fait. Oui, mais en même temps, les cervicales, c'est plutôt au niveau du cou, donc on a l'impression que vous n'avez pas su dire non, pas su... Enfin, je sais pas... Pas su dire non, j'ai pas eu trop le choix. J'ai assumé ma mère. Après, peut-être certainement que dans des situations, j'aurais pu dire non, mais en étant enfant, c'est toujours difficile.
Après, j'ai vraiment toute la colonne vertébrale qui est esquintée, quoi. Oui, alors, je crois qu'il y a effectivement plusieurs choses. Il y a la colonne vertébrale, il y a la colonne cervicale. La colonne vertébrale, c'est dans notre corps l'axe central, ce qu'on appelle le rachis, rachis, ça veut dire axe. C'est l'arbre porteur, c'est le tronc, au propre comme au figuré de notre corps. Et c'est autour de là que s'articulent tous nos mouvements par rapport au monde, que ce soit avec les cervicales, notre capacité à tourner la tête à droite et à gauche, ce qui fait que quand ça fait mal, peut-être qu'il y a du mal à dire non, puisque quand on tourne la tête à droite et à gauche, il peut être signifiant qu'on ait envie de dire non, et que le reste du dos, c'est les directions que l'on prend dans l'espace. Ça a commencé au niveau des cervicales. Les cervicales, c'est toute la zone qui se situe entre la tête et les épaules. La tête, c'est ce qu'on appelle le conceptuel, c'est le cerveau, c'est la pensée, c'est la réflexion. Et les épaules, c'est les vecteurs auxquels s'attachent les bras qui sont nos outils pour agir. C'est l'action, c'est le vecteur de l'action. Et donc, la colonne cervicale, c'est ce qui se situe entre le conceptuel, qui est la tête, et le réel et l'action, que sont les bras. Et lorsqu'il y a des tensions au niveau des cervicales, ça veut dire que le conceptuel a du mal à passer dans le réel, parce qu'il y a un interdit qui est posé. Parce qu'il y a quelque chose au plus profond de nous-mêmes, quelles qu'en soient les raisons, qui dit ou qui pense que nous ne pouvons pas, nous ne devons pas, nous n'avons pas le droit, nous ne méritons pas, nous ne sommes pas à la hauteur, etc. Tout un tas d'injonctions castratrices, interdisantes à l'action ou à la réaction. Et donc, à ce moment-là, on se met à subir les choses. Comme on subit les choses, on va s'inhiber petit à petit dans toutes les actions qui sont les nôtres par rapport au monde. Et c'est la raison pour laquelle ça descend ensuite dans la colonne vertébrale. Et dans l'explication, quand vous dites « oui, c'est parce que je porte beaucoup de choses », ça c'est le moment où vous êtes arrivé au niveau de la colonne vertébrale. Mais il y a un moment donné où, pendant la phase de l'enfance, vous vous êtes sans doute interdit d'agir, d'interagir, voire d'exprimer ou de ressentir ce que vous ressentiez à l'époque. Peut-être en lien avec votre mère, éventuellement. Ah, mais c'est totalement ça. En fait, c'était de la survie, en fait. J'avais pas le droit aux émotions, j'avais pas le droit d'exprimer. C'est exactement ça. Oui. Oui, vous étiez totalement Mais est-ce que votre mère est toujours là? Non. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'exprimer ou de faire? Ah, mais ça, j'ai fait. Mais l'usure mécanique, elle est là quand même. C'est-à-dire, en fait, vous avez des disques qui sont abîmés, vous avez de l'arthrose. J'ai opéré 2 fois des cervicales pour des hernies et j'en ai 2 autres qui sont apparus. Alors là, ça veut... Oui, mais parce que tout à l'heure, vous disiez qu'il n'y avait aucune raison médicale expliquant vos souffrances et vos tensions. Eh ben, en fait, oui. Enfin, il y a l'usure, mais les médecins ne savent pas pourquoi j'ai eu ça. L'usure mécanique... S'il y a eu choc, s'il n'y a pas eu... L'usure mécanique, elle n'est pas obligatoirement traumatique, c'est-à-dire liée à un choc. Vous savez, une hernie discale peut simplement arriver parce que nous avons une telle surtension au niveau des muscles dorsaux, lombaires ou cervicaux, que cela comprime les disques intervertébraux et ça éjecte le noyau mou en direction de la moelle épinière. Et c'est ça qui constitue la hernie discale. Et que donc il y a tout à fait la possibilité de trouver une raison non post-traumatique à ces hernies discales et aux douleurs qui sont les vôtres. Il est bien évident que pour pouvoir vous aider, au-delà du moment où il y a peut-être une nécessité opératoire, consulter un ostéopathe, un praticien shiatsu, des gens qui travaillent sur à la fois la structure physique et la structure énergétique peut être quelque chose de particulièrement intéressant. Quelqu'un qui travaille sur les fascias. Nous avons au niveau du dos un grand fascia qui s'appelle le grand fascia dorsal, sur lequel il y a besoin de faire un travail de détente. Mais ce travail de détente, il ne durera dans le temps, il ne se stabilisera et il ne prendra son efficacité complète que si vous consultez et vous allez voir quelqu'un qui va vous aider à donner du sens à tout ça. Parce que les zones dans lesquelles les hernies discales sont apparues ne sont pas des zones qui sont neutres. On regarde chaque vertèbre, il y a une symbolique précise qui peut être mise en face.
Et qu'à partir de là, le praticien, s'il est censé connaître cette dimension qu'on appelle la psycho-énergétique, il va vous aider à vous dire, mais voilà, mais si ça arrive, etc., on va faire le travail mécanique qui permet de régler ça, mais sans doute que si vous avez des hernies au niveau lombaire, vous savez, il y a une hernie lombaire, c'est le couple, il y a une lombaire, c'est le couple, il y en a une, c'est la famille, il y en a une, c'est le travail, il y en a une, c'est la maison, il y en a une, c'est le pays, c'est-à-dire chaque lombaire va avoir sa signification. Et que votre histoire de vie va venir se mettre là-dedans. Et qu'une fois que vous avez identifié ça, eh bien, il va falloir vous autoriser une expression, même si elle est symbolique, qui vous permette d'évacuer la tension, non plus mécanique, musculaire, ostéo-articulaire, mais la tension qui est la tension psychique, parce que les mémoires peuvent être des toxines, de la même façon qu'il y a des toxines physiques. Mais totalement. Enfin, moi, je suis de mon côté énergéticienne. Et donc, du coup, je suis suivie par aussi des énergéticiens pour m'aider à libérer toute la partie émotionnelle. Quel type d'énergétique ? Alors, quel type ? C'est-à-dire, c'est quoi que vous... Quelle technique en énergétique ? Vous êtes énergéticienne, donc vous savez quel type d'énergie sur laquelle vous travaillez. Alors, c'est du magnétisme, non. Oui. Oui, ce qui peut vous aider, c'est d'aller voir des praticiens d'une énergétique qui prend comme référence... Ça ne veut pas dire que le magnétisme ne fonctionne pas, hein, mais qui prennent comme référence les fondamentaux de la médecine traditionnelle chinoise, parce qu'en face de chaque vertèbre, il y a ce qu'on appelle un point d'assentiment. Ce qui d'ailleurs est très intéressant, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Quand on donne son assentiment à quelqu'un, ça veut dire qu'on est d'accord. Et ces points d'assentiment qui sont en face de chacune des vertèbres dorsales, entre autres, et vertèbres lombaires et même coccygiennes, eh bien, sont des points qui permettent de libérer la zone tensionnelle tout en exprimant ce qui se situe et ce qui se bloque derrière. Pour chacun des 12 organes, des 12 méridiens fondamentaux, on va trouver un point d'assentiment en résonance. Écoutez, j'entends, je vais m'occuper de ça. Oui, parce que plus vous arriverez à interpréter ce qui vous est arrivé et ce qui vous arrive, et plus vous saurez tout doucement vous en libérer un petit peu. Alors après, bien sûr, on ne refait pas du neuf avec du vieux. Hein, oui, il y aura un vrai travail symbolique à faire aussi vis-à-vis de votre mère. Enfin. Oui, bien sûr, mais c'est pas... Enfin, il n'y a pas de fatalité. Je crois que c'est vraiment ce qu'il faut toujours répéter. On peut avoir de l'arthrose qui fait très mal, puis on peut quand même arriver un peu à se soulager. Après, évidemment, l'arthrose ne disparaît pas. Je prends l'exemple de l'arthrose, mais j'aurais pu prendre d'autres exemples, évidemment. Mais pour les tensions dorsales, vous avez aussi des ostéos, des kinés, ou etc., qui ont des tables d'étirement, c'est-à-dire qu'ils sont des tables sur lesquelles vous avez toute la structure dorsale qui va être étirée par le poids du corps et qui peut vous permettre de bien relâcher les tensions musculaires. Oui, et puis il faut continuer à muscler son dos aussi, même si on a un peu mal, c'est toute la difficulté. Et ça prend avec des kinés ou des gens qui savent... Avec des professionnels, oui. Voilà, qui savent nous dire quels sont les... Ah, mais ça, totalement. Ça, il n'y a pas de souci. Après, il faut trouver les bonnes personnes. Et pour l'instant, moi, tout ce qui est kiné, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Quand on est prêt à trouver la bonne personne. Oui, mais je sais, attendez, je suis la première à avoir parfois pas trouvé la bonne personne, hein, Gaëlle, je suis pas en train de vous juger. Je dis juste que il faut chercher, et puis à un moment donné, on la trouve, la bonne personne, c'est tout. C'est tout. Bon courage, Gaëlle, et merci de votre témoignage. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant, toujours avec Michel Odoul. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Michel Odoul, auteur de « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». Et aujourd'hui, plus exactement, on essaye de comprendre pourquoi on a tel accident, pourquoi on se tord notamment la cheville, par exemple. N'est-ce pas, Marlène ? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Marlène. Allez-y, on vous écoute. Plus compliqué que ça. J'ai réussi à faire une entorse sans entorse. C'est-à-dire que j'ai eu la boule, le bleu d'une entorse, en enlevant mes bottines, en ayant mal quand même, mais sans avoir eu la vraie entorse, le truc qu'on se tord le pied. D'accord. Et après, ça a été fait sur mon lieu du travail, mais le lieu du travail n'a pas pris ça comme un accident, puisque j'ai pas eu de chute. Donc, j'ai pas pu aller travailler, j'ai pas été payée, et voilà, ça a été très compliqué. Et là, je continue dans tous les problèmes. J'ai des problèmes de hanche, donc j'ai mal à la hanche.
On a fait les radios, il n'y a rien. Il y a un tout petit peu d'arthrose, mais c'est pas ça qui vous fait mal. Enfin, en tout cas, c'est pas au point de changer une hanche ou quoi que ce soit. Donc c'est une douleur, voilà, qu'il faut accepter. Et j'ai un dos, c'est une chondropathie, je crois que ça s'appelle. C'est une arthrose juvénile au genou droit. Et mais vous avez quel âge, Marlène? 48 ans. Oui, bon, c'est un peu jeune, mais on peut commencer à avoir de l'arthrose plus ou moins jeune, hein, ça dépend des gens. Oui. Mais c'est toujours la même histoire. Si vous avez eu une entorse sur un pied, peut-être que vous avez basculé un peu le bassin et qu'une hanche à un moment donné fasse mal. Enfin, je laisse évidemment Michel Oudou l'interpréter, hein, je ne me permettrai pas. Moi, je sais à peu près, hein, mais c'est compliqué de prendre une décision. Ah, donc vous savez alors? Moi, je pense. J'ai déjà lu votre premier livre quand j'avais 20 ans. Oui. Parce que j'ai eu une fracture. Et vous avez lu quoi? Dis-moi où tu as mal, je te dirai ce que tu as. Oui, et qu'est-ce que vous avez lu dedans? La relation avec le père à mon époque. À mon époque, j'avais mal au pied pour l'entorse gauche. Non, c'était une fracture. J'avais 20 ans. D'accord. Vous êtes fracturé le pied gauche. Je m'étais fracturé le pied gauche et en fait, il n'y avait aucune relation avec mon père, même si on était ensemble, j'avais pas de lien paternel en fait. On était 4 enfants et j'étais la seule qui voilà, il n'y avait pas ce petit lien paternel. Et en fait, je l'ai réparé en fait en me mettant avec un homme qui avait 20 ans de plus que moi. Oui, c'est ça. Vous avez continué la relation avec une difficulté à vous positionner. Oui. Sauf qu'avec cet homme-là, la difficulté à se positionner, elle est allée vers le féminin. C'est-à-dire c'est-à-dire que si, comme vous l'avez dit vous-même, on épouse un homme qui est la continuation du père, ça veut dire qu'on reste dans le positionnement de la fille. Voilà, jusque pendant 5 ans, je me suis un peu reposée. Un peu comme un dieu. Il était un peu comme un dieu pour moi. Il m'a appris beaucoup de choses. Et à mes 25 ans, je me suis séparée. Et j'avais l'impression d'avoir tout appris, on va dire. Oui. Et en même temps, vous êtes libérée de... Oui, vous êtes devenue femme. Voilà, c'est ça. Ah oui, complètement. Et après, j'ai joué mon jeu d'adolescente, on va dire, de 25 à 32 ans. Où il n'y a pas d'âge pour être adolescent. Hein. Non, voilà, exactement. Mais en tout cas, voilà, j'ai bien profité de la vie et du charme féminin. Mais justement, est-ce que vous êtes donné, en fait. Justement, est-ce que vous êtes allé lire ce qui concernait le genou et la hanche? Alors, à l'époque, je l'ai plus le livre que je rachète, mais je crois avoir posé la question et on m'avait dit que c'était par rapport justement l'inverse, c'est que je me referme en fait. Ah, je sais pas qui a dit ça, mais c'est pas moi qui ai écrit ça en tout cas. Ah, je l'ai pas relu. Hein. La hanche, c'est notre point d'appui fondamental et lorsqu'elle fait mal, ça parle de trahison ou d'abandon. Le genou, c'est l'articulation de l'acceptation. Et donc, il y a sans doute quelque chose, et c'est du côté droit tous les deux, c'est ça? Non, côté gauche pour la hanche. Côté gauche pour la hanche. Droit pour le genou. Droit pour le genou. Donc, difficulté à accepter quelque chose en regard du féminin pour le genou, et trahison et abandon, enfin avec le côté gauche, c'est-à-dire en lien avec le masculin. Et là, je suis en fait, je me fais soigner par une chiropractrice qui a senti en moi la vulnérabilité que j'ai envers mon mari. Et oui, mais elle me dit qu'il est autodestructeur pour moi-même. Donc ça... je sais pas, on peut pas vous parler de votre mari, on est en train de parler de vous. Est-ce que ce que vous a dit Michel Odoul, ça vous parle ou pas? Oui. C'est-à-dire qu'actuellement, je me mets entre parenthèses.
Oui, mais voyez, essayez. C'est très bien que quelqu'un vous dise quelque chose, mais ce qui est important, c'est est-ce que ça vous parle et qu'est-ce que vous entendez vraiment? Parce que on est sans arrêt avec des gens autour de nous qui nous donnent des conseils, qui nous donnent des avis, et parfois c'est très juste et ça fait résonance en nous. Et d'ailleurs, le corps le sent, ça. Je crois qu'il faudrait vraiment que on apprenne tous à sentir quand notre corps dit oui ou quand notre corps dit non, parce qu'on est sans arrêt en train d'entendre des choses qu'on nous dit et parfois c'est pas du tout pour nous, c'est pas du tout ce qui nous concerne. Et à ce moment-là, ça rentre par une oreille, ça devrait ressortir par l'autre. Et si ça reste alors que c'est pas pour nous, c'est parce que c'est notre tête qui l'entend et c'est pas notre corps. Et il y a que notre corps qui peut entendre la vérité. Mais notre cœur, il est dans le corps, jusqu'à nouvel. Alors, il n'est pas dans la tête, Michel Odoul. Non, mais justement, c'est pas notre tête, c'est notre cœur qui a besoin de comprendre. Bien sûr. Vous voyez, Marlène, donc, est-ce que ce que vous a dit cette femme, ça vous parle ou pas? Et et maintenant, mettez vos mots à vous dessus, sur ce discours. Vous voyez? En fait, je me dis que c'est pas le moment. En fait, je me donne pas le droit de pouvoir casser ce couple, en fait. Non, mais si c'était ça, le propos, c'est une autre partie de votre corps qui s'exprimerait. Votre corps, il exprime deux choses. Un vécu de trahison et d'abandon, donc quelqu'un sur qui on ne peut pas s'appuyer, en tout cas dans les attentes qui sont les nôtres, et une difficulté à accepter la manière avec laquelle, justement, votre féminin est conduit à traverser ça. Chaque fois qu'on va vous dire que la faute, elle est dehors, on va vous parler de la mise en scène et du théâtre. Mais pas du scénario et de l'acteur et de qu'est-ce qu'on en a à faire. Et parfois, si l'autre, on est un petit peu dans la logique de l'acte manqué réussi qu'on évoquait en début d'émission, le choc, il est là, ou l'autre, il est là pour nous bousculer. Et c'est parfois dur, difficile, compliqué, douloureux, etc., etc. Mais que la question fondamentale, au-delà de l'identification éventuelle dans le sens direct qui peut être donné, c'est qu'est-ce que je fais de ça ? Et la difficulté, c'est que vous parlez de l'impossibilité de choisir ou de tout casser, etc. Et ça ne parle que d'une chose, c'est de la culpabilité qui est la vôtre en tant que femme. D'accord, ok. En fait, j'ai l'impression de ne pas faire le bonheur de quiconque, en fait. Faites le vôtre d'abord. Surtout pas le vôtre. Marlène, faites le vôtre d'abord. Et acceptez-vous en tant que femme. Quelle femme vous êtes, quelle femme vous avez envie d'être, acceptez-la, cette femme-là. Et quand je veux faire quelque chose qui me fait plaisir à moi, mon mari me dit t'as qu'à raison, fais ce que t'as envie, toi. Et nous, on fait quoi? En fait, dans ces cas-là, j'ai pas le droit de prendre du temps pour moi. Rien que d'aller chez un médecin, pour lui, c'est trop, parce que ça prend du temps. Et pour lui, toi, va te faire soigner, moi, je pourrais pas alors. Mais voyez, vous êtes, de sa part, vous êtes encore en train de parler de lui, Marlène. Voyez. Donc, c'est mon problème, c'est ça, c'est que j'arrive pas à parler avec lui. Vous n'arrivez pas à parler de vous. Excusez-moi, j'essaye de vous écouter. Si vous avez besoin d'aller chez le médecin, vous n'avez pas besoin de la permission de votre mari, de toute façon, me semble-t-il. En tout cas, en 2024 en France. Il me semble. Bon. Si, parce qu'il y a toujours une organisation familiale à faire. Donc, pour pouvoir aller chez le médecin, il faut que je me libère du temps. Écoutez, le temps, on en a tous 24 heures, et puis il y a ce qui est essentiel, et puis il y a ce qui n'est pas essentiel. Si pour vous, c'est pas essentiel d'aller chez le médecin, si, pour moi, oui. Et c'est l'essentiel, donc c'est ce que c'est ce que vous faites en premier, et puis c'est tout, Marlène. Les choses sont plus simples que vous pensez qu'elles le sont. Et c'est ce que vous dit votre corps, donc écoutez-le et puis réécoutez peut-être ce qu'on vous a dit. Et vous continuez à être dans l'interdit de la petite fille vis-à-vis d'un masculin dominant et une image patriarcale qui n'est pas juste. Et qui n'est plus d'actualité dans notre Comme vous l'évoquiez tout à l'heure. France, absolument. Ouais. Merci Marlène, merci beaucoup. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve après les infos sur Sud Radio. Vous pouvez nous rejoindre au 0826 300 300. J'en perds la parole et j'ai quand même encore un peu de parole pour vous donner la devinette du jour. C'est un élément qui explique pourquoi c'est si compliqué avec les femmes. Quel est cet élément? Eh bien, la réponse est après les infos, évidemment. Et peut-être que vous trouverez la réponse, Michel Odoul.
Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci de... 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Odoul est avec nous, fondateur de l'Institut français de Shiatsu et auteur bien sûr de 10 mois où tu as mal, je te dirai pourquoi. On parle plus particulièrement aujourd'hui des accidents, hein, donc forcément de fractures, d'entorses, de je ne sais quoi d'autre. Traumatisme, évidemment. déchirures musculaires. Et lumbago, etc. Nous allons d'abord répondre à ma devinette. Quel est l'élément qui explique qu'avec les femmes c'est compliqué, Michel Odoul? Incapable de vous répondre, Brigitte. C'est juste une question d'orthographe parce que femme, ça s'écrit avec un E alors que ça se prononce avec un A. Donc franchement, on avait tout faux dès le départ. Hein. Ah ouais, c'est compliqué là, oui. Ah oui, c'est compliqué les femmes. Hein. Et puis, on va décoder cette devise avec ayez la sérénité d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Le courage de changer, ce qu'on peut changer, c'est chouette, c'est bien. Et il faut la sagesse de connaître la différence entre ce qu'on peut changer et ce qu'on ne peut pas changer. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parfois les gens vont beaucoup dépenser d'énergie, d'énervement, de colère sur des choses qu'ils ne peuvent pas changer puisque c'est indépendant de leur volonté. Et ça, c'est dommage parce que c'est une perte d'énergie qui est très préjudiciable pour eux. Non seulement c'est une perte d'énergie, mais en plus c'est néfaste. Bah oui. C'est-à-dire que ça génère de la frustration, de la tension, des stress, de l'insatisfaction, de la colère, de la rancœur, de l'amertume, c'est-à-dire tout un tas de manifestations émotionnelles négatives et qui ne sont pas simplement des choses abstraites, parce qu'il faut savoir que chaque structure émotionnelle, elle s'appuie sur une biologie. Il y a un système hormonal qui gère chacune des émotions. Il y a des hormones particulières et donc on va fabriquer des radicaux libres, des toxines internes, etc., etc. Et tout ça pour avoir voulu lutter contre des moulins à vent et des choses sur lesquelles on n'avait pas d'action directe. Et que éventuellement, si on est confronté à des situations de cet ordre-là, le premier des constats, c'est qu'on n'y peut rien. Alors après, il faut définir qu'est-ce que ça veut dire, mais parce qu'il y a des situations, des fois, on dit qu'on n'y peut rien alors qu'on y peut. Mais quand on est confronté à des situations qui ne dépendent pas de nous, qui ne sont pas entre nos mains, etc., il nous reste une chose qui nous appartient. C'est qu'est-ce que je vais en faire ou comment est-ce que je vais décider de les vivre. Et c'est à partir de là où on peut arriver à construire quelque chose et à sortir de la zone tensionnelle. Et il y a quelqu'un qui a vraiment démontré ça à une époque avec une puissance inimaginable, qui a été un fondateur d'une technique de psychothérapeutique particulière qui s'appelle la logothérapie et qui était un monsieur qui s'appelait Viktor Frankl et qui a développé cette technique donc de donner du sens aux choses alors qu'il était prisonnier dans les camps nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il a été capable de transformer, de faire quelque chose de ce que c'était que cette horreur qu'il avait vécue. Voilà, donc c'est vraiment important. Il faut avoir le courage de changer ce qu'on peut changer, mais il faut avoir la sagesse de ne pas vouloir changer ce qu'on ne peut pas changer. C'était la devise du jour. Et on retrouve Isabelle aujourd'hui, maintenant. Bonjour Isabelle. Bonjour Brigitte. Bonjour Michel. Bonjour. Et donc vous avez eu une double fracture du tibia, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Une double fracture tibia-péroné. Ah bah tant qu'à faire. Hein. En général, oui, c'est vrai qu'en général, souvent, c'est les deux qui cassent. Hein. Oui, fracture en torsion, en marchant. En marchant Oui, en marchant, c'était à Saint-Lary. J'avais mes chaussures de ski au pied, je marchais. J'allais prendre le téléphérique, j'étais à 50 mètres et j'ai glissé. Cela dit, avec les chaussures de ski, hein, ça oui. Se comprend mieux parce qu'évidemment, c'est des chaussures qui coincent énormément la cheville. Et ça protège la cheville, oui. Sauf que c'est au-dessus que ça lâche. Exactement. C'est ça. Mais en fait, je pense que c'est parce que je ne m'étais pas écoutée. J'avais eu des signes beaucoup les jours, enfin les quelques heures qui ont suivi l'accident. Et j'ai voulu aller plus vite. Et je suppliais, ça faisait une semaine que je suppliais la vie de me donner un peu de répit. Et je pensais le trouver sur le week-end aussi. Et donc oui, après je l'ai vu, mais ça a été un choc quand même, un très gros choc. Ah oui, et puis c'est pénible parce que pendant 3 mois, on est gauche ou droite? C'était la droite. C'était la droite. J'avais eu une semaine chargée.
dont je travaille beaucoup. J'étais en formation le jeudi et le vendredi à Lille. J'ai pris l'avion le jeudi matin à 5h. Je suis arrivée donc en formation, 9h30 jusqu'à 18h30. Après, repas avec les autres personnes de la formation. Formation le lendemain, donc on s'était couché, il était 1h du matin. Couché, donc le lendemain, pareil, 9h de formation. J'avais mon avion pour Bordeaux à 21h. Et l'après-midi, mes amis me demandent à quelle heure je rentre. Donc, je rentrais tard. Et ils me disent, c'est dommage, on va au ski. Je dis, zut. Je dis, c'est pas grave, je vais pas partir avec vous, mais je vais prendre un Blablacar et je vous rejoins là-bas le lendemain matin. Cependant, l'avion a eu 2 heures de retard. Donc, départ de Lille 23h, arrivé à la maison midi et demi. J'arrive à la maison, je défais mes bagages, je refais mes bagages. Impossible de trouver des affaires de ski. Et là, ma fille, à 1h du matin, elle me dit, maman, faut pas que tu ailles. Il y a trop de choses qui forcent là. Elle me dit, il faut pas que tu ailles, il va se passer un truc. Je dis, mais non. Du coup, donc, je fais ma valise à 2h du matin, je me couche. 5h du matin, mon père vient me chercher pour m'emmener à Bordeaux, récupérer mon Blablacar. Et là, on ne trouve pas le point de rendez-vous. Impossible. Oui, ce qui est intéressant dans ce que vous racontez, c'est que vous avez votre fille qui a une superbe intuition, vous ne l'écoutez pas, vous avez des signes qui vous montrent bien qu'il ne faut pas y aller, mais on s'acharne et on y va et l'accident arrive. Et ce qui est intéressant dans votre témoignage, parce que ça va parler à beaucoup de monde, je crois, Michel Oudoul, quand on a besoin de se poser, en général, on a le membre inférieur qui nous oblige à nous poser. Alors, il y a ça c'est la première des choses, mais même avant tout, de toute façon, quand on est dans un rapport à soi et à la vie, là aussi, quelles qu'en soient les raisons, où on a tendance à trop forcer, il y a un moment donné, il y a quelque chose qui va lâcher. Ça, c'est une évidence. La deuxième des choses qui est intéressante dans ce témoignage, c'est effectivement les zones corporelles où ça a lâché. Alors oui, bien sûr, il y avait une problématique de positionnement, mais comme ce positionnement était très bien verrouillé par la chaussure de ski, d'ailleurs, comme un certain nombre de positionnements dans votre vie sont très bien verrouillés par votre capacité à surfer sur les choses, évidemment qu'il a fallu que ça lâche un tout petit peu plus haut. Et le tibia et le péroné, ce sont des os, ce sont des structures porteuses, ce sont des éléments qui sont extrêmement importants dans la jambe, parce que en tant que point d'appui, ils vont déterminer notre capacité à avancer ou non. Ils vont déterminer notre capacité à pouvoir continuer ou non. Et c'est là où le corps nous a dit, stop, il faut que ça s'arrête. D'ailleurs, vous avez lancé cet appel quelque part à la vie, et la vie, elle est coquine de temps en temps, c'est-à-dire qu'elle entend quand on lui lance ce genre d'appel, puisqu'on n'a pas voulu entendre les autres au préalable. Parce que comme vous l'avez très bien compris, vous aviez eu plein de signaux. Vous aviez eu plein de signaux directs et indirects. Et malgré ça, il y a eu cette continuation. L'idée maintenant, elle est que j'imagine que ça a été cicatrisé et que vous avez mis à profit le temps de repos pour aller comprendre combien... dans votre positionnement et dans la manière avec laquelle vous avanciez sur le chemin de la vie en tant que femme, il y avait manifestement quelque chose qui allait casser. Oui, complètement. Mais il y a eu beaucoup, ça a remis en place beaucoup de choses dans mes croyances et dans ma vision de demain. À savoir, je pensais que j'étais seule. Enfin, je suis célibataire et je me sentais seule. Je me sentais très seule. Et je pense que si je vivais à 200 à l'heure, c'était pour remplir ce vide. Oui, puis en même temps, c'est difficile d'attraper quelqu'un qui roule à 200, qui vit à 200 à l'heure. Et donc, peut-être que le prince charmant, vous l'avez croisé un certain nombre de fois. Oui, complètement. Complètement. Et là, en fait, il se trouve qu'à partir du moment où j'ai été immobilisée, tous mes amis, mes enfants, tous les gens, mes voisins, tous les jours, pendant 3 mois, j'avais quelqu'un chez moi qui venait me faire à manger, qui venait voir comment j'allais, qui venait me porter des courses, qui s'assurait de savoir que tout allait bien. Si bien que mon kiné, à un moment donné, m'a dit maintenant, il faut fermer la clé et il ne faut plus laisser entrer personne. Parce il était jaloux. Non, mais il a eu raison parce que ça me fatiguait beaucoup en fait. Et d'un côté, ça nourrissait autre chose.
Mais j'étais hyper émue en fait de voir cet élan de solidarité autour de moi. Est-ce de la solidarité ou simplement parce que vous pouvez être aimable? C'était de l'amour. Non, c'était de l'amour. C'est sûr. Et puis après, j'ai appris à rien faire parce que de toute façon, j'avais pas le choix. Alors, ça c'est bien une réflexion de quelqu'un qui était hyperactif, qui quand il passe de l'autre côté dit j'ai appris à ne rien faire. Vous n'avez pas rien fait, vous vous êtes occupé de vous. Oui, je me suis recentrée sur moi. Mais ça c'est pas rien faire. Pour me régénérer. Ça c'est pas rien faire. Exactement, c'est pas rien faire. Et puis vous avez, je suppose que vous avez lu, vous avez peut-être écrit, mais vous n'avez pas pu bouger. Enfin, en tout cas, votre corps n'a pas pu aller courir, danser, marcher. C'est génial en fait. J'ai pas bien vécu les quelques premiers jours. Parce qu'il y avait la douleur, parce qu'il y avait plein de choses. Parce que c'est un arrêt brutal et qu'on vous oblige à faire. Donc c'est forcément, il y a forcément de la résistance, c'est normal. Il y a un film il y a une vraie incapacité à bouger, quoi, en fait. Il y a un film qui illustre vraiment bien ce que vous racontez, en tout cas à minima dans sa première partie, parce qu'après on peut discuter sur le reste. C'est un film qui s'appelle Mon Roi, qui a été réalisé par May Wen. Et qui s'est très largement et directement inspiré de mon livre. D'ailleurs, même la psy qui reçoit la personne qui s'est blessée lit carrément un chapitre de mon livre et qui raconte exactement cette histoire d'une personne qui va trop vite et qui se défonce un genou au ski. Et vous verrez toute l'histoire derrière, quelle est la vie, comment en pavillon de rééducation à l'hôpital, elle rencontre des gens et elle découvre une autre vie et une autre réalité. Et c'est ce que vous avez fait. Et manifestement, vous l'avez fait en conscience et en intelligence, puisque vous en avez tiré un certain nombre de leçons quand même. Donc c'est plutôt finalement un mal pour un bien, comme on dit, Michel Odoul. C'est plutôt un mal pour un bien, comme on dit souvent. C'est plutôt un mal pour un bien, pour un merveilleux. C'est-à-dire quand on remplace toujours plus par un peu mieux, c'est magnifique comme victoire. C'est même très bien. Merci beaucoup Isabelle, merci à vous. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. Vous pouvez vous aussi venir témoigner 0826 300 300. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Odoul est avec nous et nous évoquons les accidents de la vie qui parfois nous repositionnent. Je crois que le mot correspond bien à Michel Odoul. Et on va continuer avec Nadia qui a aussi des problèmes de dos. Alors on entend comme ça le dos, mal du siècle. C'est vrai ou ça a toujours été? Je crois que ça a toujours été le nom. Je pense que c'est un petit peu plus vrai pour une raison très simple, c'est que nous sommes beaucoup moins actifs physiquement parlant. Oui, donc moins. Et à partir de ce moment-là, nos structures dorsales sont moins à même. La deuxième des choses, c'est que, par exemple, nous avons de plus en plus dans notre monde des outils et des éléments techniques qui nous servent au mouvement à notre place. Oui. Donc avant, quand je montais à cheval et que j'avançais, j'étais obligé d'avoir un dos tonique pour tenir la position. Aujourd'hui, je suis assis dans ma voiture, je suis complètement passif au niveau dorsal et je prends toutes les secousses de la route. Aujourd'hui, je suis assis à un siège. Si ce siège, il absorbe toutes mes mauvaises positions, etc., sans obliger à rectifier les choses, eh bien, ces mauvaises positions vont prendre un pas. Et donc, la tension au niveau dorsal, elle est entre guillemets mécaniquement explicable. Mais également, il faut savoir que cette tension au niveau dorsal, elle est aussi consécutive à la tension que nous mettons dans le rapport au monde. D'ailleurs, le langage commun qui dit « j'en ai plein le dos », je porte des choses trop lourdes, etc., parle très clairement des causes psycho-émotionnelles qui sont des causes qui vont être tensionnelles parce qu'elles vont générer chez nous des postures de compensation. Alors Nadia, qu'est-ce que vous nous racontez sur votre mal de dos? Bonjour. Oui, bonjour Michel et bonjour Brigitte. Bonjour. Moi, alors, je suis pas sédentaire. J'ai un métier, je suis à mon compte dans le nettoyage. Donc tous les jours, je bouge, je monte des escaliers, je nettoie l'aspirateur, la serpillière, etc. Après, je fais de la marche, je fais du vélo. Et depuis 2018, j'ai des problèmes de dos, cruralgie à gauche, et en 2022, cruralgie à droite. Donc je suis allée voir un spécialiste du dos.
J'ai un retour de ma voix, ça fait drôle. Écoutez, on vous entend bien pour l'instant, donc bon, continuez, tout va bien. Ok. Et donc, alors, il y avait des problèmes dans ma vie. Effectivement, j'ai lancé certains problèmes, mais j'ai toujours des problèmes de dos. Alors, le médecin, le chirurgien que j'ai vu m'a dit il faudrait changer de métier. Sauf que je peux pas. Voilà, je suis à mon compte, je gagne bien ma vie, j'ai pas envie d'être salariée. Donc voilà, j'en suis là et j'ai toujours ma cruralgie de droite qui me gêne, tout en étant active. La cruralgie, c'est en lien avec un nerf qui passe dans les jambes, notamment sur la face interne de la jambe, au niveau de l'aine et même au niveau abdominal, puisqu'elle peut avoir, quand c'est un homme qui a ça peut avoir même des conséquences douloureuses, voire inflammatoires au niveau d'un testicule, et chez la femme, ça peut être au niveau d'une ovaire, qu'effectivement, il y a aussi des tensions au niveau abdominal. Cette cruralgie, elle vient d'un pincement d'un nerf crural qui émerge à partir de la moelle épinière et d'une tension, la plupart du temps, qui se situe à hauteur de la 3e vertèbre lombaire ou éventuellement entre la 3e et la 4e vertèbre lombaire. C'est vers cette zone-là qu'il y a une contraction et quelque chose qui a pour conséquence ce pincement au niveau crural. Sur le plan symbolique fondamental, nous sommes là sur un trajet qui est un trajet particulier, qui concerne un méridien qui est celui qui est en lien avec notre capacité à gérer et à maîtriser le monde de la matière. Donc c'est exactement ce que vous évoquez dans ce qui est votre contrainte sur le plan professionnel, c'est-à-dire d'avoir un métier qui a une certaine intensité, mais qui vous convient et qui vous satisfait, et dont vous n'avez pas envie de changer et de vous débarrasser, mais qui est quelque chose qui peut-être a besoin d'être organisé ou réorganisé. Le fait qu'il y ait une latéralité qui se manifeste entre la gauche et la droite, c'est plutôt à dominante droite, vous disiez ? À l'heure actuelle, oui. À l'heure actuelle, oui. Donc c'est vraiment en lien avec la question qui est en lien avec... Alors la symbolique du féminin, ça peut être aussi l'entreprise. C'est-à-dire que je pense que c'est effectivement la vraie tension qui a émergé après le fait que votre médecin ou votre rhumatologue vous dise écoutez madame, voilà, la solution c'est changer de métier. Alors... En dehors d'un disque intervertébral fissuré ou d'un tassement vertébral, en dehors d'une hernie discale qui effectivement nécessiterait une intervention mécanique, je pense que là aussi les services d'un ostéopathe professionnel ou d'un praticien shiatsu professionnel, c'est-à-dire de gens qui sont capables d'aller travailler sur ces zones de la manière qui convienne, va vous permettre de détendre mécaniquement la zone. Maintenant, par rapport à ce qui vous concerne vous, évidemment qu'il y a un besoin de faire le point sur tout ce qu'il y a derrière ça. La 3e lombaire, sa symbolique, c'est le travail. Donc il y a vraiment quelque chose qui a à voir avec le travail. Et la 4e lombaire, sa symbolique, c'est la famille. Donc est-ce qu'il y a, dans la manière avec laquelle vous concevez, vous percevez votre travail, une difficulté à trouver de la place pour ce qui s'appelle du champ familial, et notamment en termes d'organisation matérielle? Peut-être qu'il y a là une piste de réflexion éventuelle. Ça vous Alors, parle ? oui, ça me parle un peu dans le sens où, par exemple, j'ai beaucoup de mal à trouver quelqu'un pour me remplacer, par exemple, pour partir en vacances. Voilà, chaque fois, c'est problématique. Donc, soit je ne prends pas de vacances, soit c'est dans l'urgence et du coup, je trouve quelqu'un ponctuellement. Et ensuite, par rapport à la famille, oui, effectivement, il y a des... Enfin, moi, je suis très famille, hein. Je peux me rendre disponible pour mes enfants, c'est le plus important, et mes petits-enfants, voilà. Mais au niveau du travail, j'ai ce problème effectivement de ne pas pouvoir prendre de repos. Est-ce que vous avez écouté le témoignage précédent ? Oui, parce que ce qu'on entend quand même, Nadia, c'est que vous pouvez peut-être un tout petit peu plus vous donner du temps pour vous et prendre soin de vous. Si j'osais dire, lever le pied ? N'est-ce pas ? Alors au niveau du travail, je ne peux pas trop lever le pied parce que financièrement, voilà. Financièrement, vous savez, on se crée parfois des besoins qui nous qui nous gâchent la vie. Il faut faire attention à ça. Encore une fois, oui, j'entends bien sûr, Nadia, la vie est difficile. C'est facile derrière un micro d'être là, mais ça, là, vous avez une douleur qui est quand même en plus assez intense. Je pense ça vaut le coup de se poser un peu, de réfléchir.
de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire, comme le disait très justement tout à l'heure la devise du jour. D'accord, mais j'écouterai, oui. Après, non, pas je suis après. toute seule. Oui, D'accord. non, mais vous êtes toute seule. Mais attendez, Raison de plus et pour le vous jour où occuper vous de allez vous. être alité toute seule parce que la cruralgie va définitivement vous bloquer. J'entends. Oui, c'est ce que C'est-à-dire m'a que dit le chirurgien. Quand on vous dit lever le pied, personne ne vous a dit d'arrêter. C'est juste une question de modulation. Et cette modulation, elle est une décision. Elle est peut-être pas simple à prendre, elle est peut-être pas simple à organiser, elle est peut-être quelque chose sur lequel il faut que vous choisissiez. Oui, c'est difficile parce que j'ai vu... Nadia, c'est difficile parce que c'est toujours ça fait mal. difficile. C'est toujours difficile de faire le tri de ces contraintes, de garder celles dont on est un petit peu obligé de garder, et puis d'en supprimer quelques-unes. Et je vous assure, c'est vraiment l'histoire des gros et des petits cailloux. Regardez les gros cailloux que vous ne pouvez pas ne pas porter, et puis tous les petits cailloux, laissez-les de côté. Vous allez voir, ça va vous alléger. Et à ce moment-là, vous allez être un petit peu plus en paix avec votre dos. Parce que vous avez dit quelque chose d'intéressant, vous avez dit que vous saviez vous organiser pour vos enfants. Donc, soyez une petite enfant pour vous quand même un peu, hein, Nadia? Bon, je crois que vous avez compris le message et je pense que ça va faire son chemin. Merci beaucoup, Nadia, en tout cas. On fait une petite pause. On se retrouve pour le sexo-conseil, sexualité, jeu ou enjeu. Et puis, notre débat du jour, un accident signifie toujours qu'il faut ralentir ou faire autrement. Nous avons Christophe qui est pour et a priori personne qui est contre. C'est intéressant, ça. Peut-être que je vais jouer contre, alors ça va pas m'être facile, mais je vais peut-être y arriver. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le sexe au conseil. Alors, la sexualité, jeu ou enjeu, pourquoi j'ai joué sur ces deux mots? Parce que pour beaucoup de couples, la sexualité est trop sérieuse. Alors que c'est justement dans un couple au long cours, c'est le côté ludique qui va permettre de varier les plaisirs, qui va permettre de se surprendre, d'introduire un peu de fantaisie. Et donc, c'est un jeu, la sexualité. Ça ne doit pas être trop sérieux. Et quand elle devient un enjeu, notamment pour les couples qui se mesurent, l'un domine tandis que l'autre se plie au désir de celui ou celle qui a pris les commandes. Là, on est vraiment dans une sexualité en jeu et c'est pas bon. Alors parfois, bon, ok, les deux ils trouvent leur compte, ça ira bien un certain temps, mais souvent moi je l'entends, celui qui domine finit par se lasser. Il attend que l'autre prenne un peu d'initiative. Quant au dominé, à tout moment, il met de côté ses vrais désirs et il peut parfois en avoir un peu marre d'être toujours dans le désir de l'autre. Donc je crois que c'est vraiment important dans ces moments d'intimité de comprendre que faire l'amour, c'est se retrouver, c'est diminuer les tensions du quotidien, c'est s'apaiser, c'est d'être bien et dans l'amour avec l'autre, de laisser les cœurs et les corps se mettre au diapason. Et en principe, la vie à deux, ça devrait apporter plus de joie que de peine. Et faire l'amour devrait toujours être un moment agréable. C'est pour ça qu'un peu de légèreté, c'est quand même toujours mieux. Et on le voit dans les couples qui s'entendent bien, qui ont de l'humour, qui savent s'amuser ensemble, etc. En général, la sexualité se maintient bien parce que justement, elle reste aussi un jeu et non pas un enjeu. Oui, et je voudrais juste rappeler une chose, c'est que théoriquement, ça donne du plaisir. Ah, il paraît, oui. Voilà, et que partant de là, c'est quelque chose qui a besoin de cette dimension du partage et qui a besoin de ce caractère du jeu, du plaisir de jouer, du plaisir de faire du bien et de se faire plaisir. Et c'est vrai que quand il y a un enjeu qui est placé, ça pervertit beaucoup de choses, parce que soit c'est un enjeu effectivement de domination ou autre, soit c'est un enjeu au contraire de soumission et de quémander l'autre par peur de le perdre, et etc. Et donc là, on rentre dans quelque chose qui n'est plus du tout un échange ou un partage. On est dans un investissement ou on est dans une tentative d'accroche. Absolument. Alors, notre 3 minutes pour convaincre, c'est Christophe qui est pour... Bonjour Christophe.
Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Bonjour. Michel Odoul qui est avec nous. Alors, Bonjour Michel. un accident, ça signifie toujours qu'il faut ralentir ou agir autrement. Donc, je ne sais pas si Violette est contre, c'est bien ça. Et nous avons Violette qui elle, n'est pas tout à fait d'accord. Bonjour Violette. Oui, bonjour. Merci de réagir. Donc, on va d'abord laisser Christophe donner son avis et expliquer pourquoi il pense que c'est toujours un accident est toujours significatif de tout ça. Alors moi je vais parler de mon expérience moi, parce que c'est à partir de là que je suis tout à fait d'accord avec cette idée-là. J'ai eu un accident il y a quelques années qui a réveillé chez moi des traumatismes que j'avais subis à l'enfance. Et donc ça m'a obligé à prendre conscience de certaines choses et modifier beaucoup de choses dans mes attitudes, mes comportements, mes relations avec les autres, comment j'étais moi. Ça m'a fait grandir. Le fait d'être arrêté pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, parce que j'avais subi des choses dans mon corps, a réveillé des choses que j'avais subies quand j'étais enfant. Voilà, donc moi, mon idée, c'est aussi ça. Le corps, il parle, il dit des choses. Et c'est pas du hasard. Le hasard n'existe pas. C'est pas du hasard si on a mal à un genou alors qu'on est dans une position un peu compliquée avec son patron ou autre. Voilà, je pense à ça. Parfois avoir un rhume, c'est aussi le besoin d'être dans une bulle et de se protéger des autres. Voilà, donc j'ai plein de petits exemples comme ça qui me disent que le corps il parle et qui demande de réfléchir un petit peu sur ce qui se passe. Et comme je le dis, le corps ne mange jamais. En tout cas, Christophe, cet accident, visiblement, vous a permis de mettre en surface quelque chose qui vous était arrivé et qui était totalement enfoui. Et c'est grâce à cet accident que vous avez pu, donc, justement, travailler sur ce traumatisme. Exactement. Alors, moi, je suis censée être contre, parce que contrairement à ce qu'on m'a dit, donc Violette réagira tout à l'heure. Alors, moi, ce que je voudrais juste dire, c'est que de temps en temps, on peut trébucher, on peut glisser, et que si on se fait pas d'entorse ou si on n'a pas grand-chose, il faut pas tout de suite interpréter quelque chose. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça ou pas, Christophe ? Je me dis, on peut trébucher 10 fois sans rien se faire, et puis pourquoi la fois où on trébuche, on se fait une entorse ? Parce que peut-être que justement, à ce moment-là, il y avait des émotions qu'on avait mal digérées, des émotions qui étaient un peu compliquées, des relations. Voilà, moi, je suis plus... Le hasard n'existe pas. Voilà. Et le corps, comme vous disiez, il a toujours raison. Oui, mais peut-être qu'il faut faire attention aussi de ne pas tout interpréter et de tout surinterpréter, parce que sinon on finit par ne plus faire la différence entre quelque chose qui a du sens et puis quelque chose qui est juste un peu de hasard. Enfin, je suis d'accord que le hasard total n'existe pas, mais peut-être qu'il ne faut pas tout... Non ? Vous n'êtes pas d'accord, Christophe ? Une question d'équilibre. Je crois qu'il faut s'écouter quand même. Et effectivement, il ne faut pas interpréter du mauvais côté, mais s'écouter. Voilà, il y a des choses qui arrivent et parfois on ne veut pas les voir, on ne veut pas les entendre, on ne veut pas comprendre que dans cette situation, c'est compliqué. Et bien, il faut que le corps, paf, il y a quelque chose qui nous tombe dessus pour qu'on réalise. Mais si on a mal à la tête et qu'il faut aller travailler, on prend un Doliprane et puis on continue, Christophe, non ? Oui, mais si c'est récurrent et chaque fois qu'on doit aller travailler, on a mal à la tête, il faut se poser la question, est-ce que c'est le bon travail ? Peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel Odoul ? Écoutez, moi je vous écoute, je suis ravi de tout ça. Je crois qu'effectivement, comme vous le dites, Brigitte, il n'est pas question de s'arrêter à chaque instant pour la moindre feuille qui tombe, en se demandant quel sens ça prend dans ma vie. En revanche, l'absence du hasard, j'en suis intimement persuadé, puisque j'ai même écrit à ce sujet-là. Donc là-dessus, pour moi, il n'y a pas de discussion. Nous avons des fonctions physiologiques, notamment une qui s'appelle la proprioception, qui est une fonction qui nous permet, même sans nous en rendre compte quand nous marchons, ou etc., de percevoir l'ensemble des éléments qui sont les éléments de l'environnement dans lequel on se déplace. Et puis, il y a un moment donné, cet environnement dans lequel on se déplace, effectivement, il va y avoir une feuille morte ou une peau de banane ou quelque chose que dans 99% des cas, on aurait vu, et qu'à un moment donné, parce que nous sommes préoccupés, parce que nous manquons de vigilance, parce que nous sommes fatigués, parce que nous avons des soucis, etc.,
eh bien ce système-là va moins bien fonctionner, je ne vais pas voir, et c'est à ce moment-là que l'accident va arriver. Et ça, c'est quelque chose qui est une mécanique extrêmement basique et simple, et qui n'est pas compliquée à expliquer, même selon les principes de la physique de base, de la médecine de base, de la psychologie de base, etc., etc. Après, la question, elle est effectivement, est-ce que je dois toujours chercher à donner du sens ou pas? Est-ce que je dois... Là, je crois que non. En revanche, quand quelque chose se répète, se reproduit, arrive un certain nombre de fois, oui. Et comme vous le disiez, on va glisser 3 fois et la 4e fois, on se fait vraiment mal. Il y a vraiment quelque chose à y comprendre, il y a vraiment quelque chose à entendre. Ça ne veut pas dire obligatoirement qu'on va trouver la réponse. Mais à partir du moment où on s'arrête et on remet de la conscience dans ce qui nous est arrivé, il y a déjà quelque chose qui se passe, et une partie du projet, entre guillemets, inconscient et d'acte manqué réussi a été atteint. Et puis il y a autre chose peut-être intéressant à dire par rapport à votre témoignage, Christophe, et c'est un autre livre de Michel Odoul, pourquoi ça vous arrive à ce moment-là? Qu'est-ce que ça signifie quand ça m'arrive à ce moment-là? Et votre accident, il aurait pu vous arriver 5 ans avant ou 5 ans après, et comme par hasard, il vous arrive à ce moment-là. Je pense que là aussi, on peut y mettre du sens. Bien sûr, le circonstanciel est... Tout à fait. Voilà, le circonstanciel est très très puissant dans ce qui est parmi les techniques que j'apprends aux praticiens qui viennent se former chez moi. Il y a une technique qui, dans la phase de l'entretien, est celle qui permet de conduire le patient à la rencontre du sens, parce qu'on ne lui donne pas. On lui permet de trouver les raisons et le sens qu'il peut mettre. Et dans la démarche qui est là, eh bien, il y a une démarche qui utilise le repositionnement historique. Quand est-ce que ça s'est passé? Ça vous est arrivé quand? Quel était le contexte de votre vie à ce moment-là? Et ce repositionnement-là vient élargir et vient donner du sens. Parce que oui, on a pu glisser 10 fois, mais c'est à 21 ans qu'on s'est tordu et cassé la cheville. Et ça a du sens, évidemment, le moment où ça vous est arrivé, je suppose, Christophe. Ah oui, beaucoup de sens. Effectivement, j'allais dire à 40 ans, j'avais les capacités de gérer ce traumatisme-là. À 6 ans, je ne les avais pas. Bien sûr, voilà, bien sûr. C'est ça aussi. Et c'est faire des liens. Je rajouterais, ce qui est intéressant, c'est arriver à faire des liens entre les choses. Vous parlez de la temporalité, mais faire des liens entre le corps et les émotions. Pour moi, c'est important et essentiel. Bien sûr, bien sûr. Bah, de toute façon, on sait très bien qu'une émotion, c'est un mouvement. Et si on empêche l'émotion d'agir, donc on empêche le mouvement, et donc forcément, ça va rester à l'intérieur du corps et provoquer quelque chose. Elle trouvera un vecteur d'expression. Et elle trouvera, bien sûr. Bien sûr. Et nos colères, on doit les exprimer. Ça ne veut pas dire qu'on doit les exprimer n'importe comment, sur n'importe qui, mais bien sûr qu'il faut les exprimer, les colères. Exactement. Enfin, je parle de la colère parce que c'est peut-être l'émotion qui est la plus mal vue. Oui, c'est la plus mal vue, alors que la colère, c'est une émotion qui est aussi positive que les autres, lorsqu'elle est ce qu'on appelle fonctionnelle, parce que la colère, c'est ce qui nous permet de dépasser les obstacles, de dépasser les frustrations, d'être capable de combattre, d'aller au-delà du possible. Et donc, c'est vraiment une émotion qui est extrêmement favorable, parce qu'elle donne, entre guillemets, la combativité et l'agressivité dans le bon sens du terme. Comme on parle d'une agressivité pour un sportif. Donc, on est vraiment dans ce qui est le sens de la combativité et du fight. Le sens du fight qui nous permet de dépasser les épreuves. La colère permet ça. Là où c'est problématique, c'est quand elle devient dysfonctionnelle, parce que l'agressivité devient violence, parce que la colère devient destructrice, parce qu'elle nous désapproprie de ce que nous avons comme action en termes de potentiel, et elle reporte de la responsabilité à l'extérieur. Mais elle nous permet de nous respecter tout simplement, et on voit bien des personnes qui n'osent pas se mettre en colère, ce sont souvent des personnes qui n'osent pas se respecter et qui sont souvent d'ailleurs avec le corps qui trinque. Et c'est ça la première chose, c'est que comme la colère elle est vécue comme négativement, on a du mal à la reconnaître, alors que la première manière de s'en libérer, c'est déjà de la reconnaître. Tiens, ça me met en colère, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a qui me résiste? Et pourquoi ça ne me satisfait pas que ça résiste? Qu'est-ce que je peux faire pour dépasser l'épreuve? On est vraiment là sur les vecteurs qui sont des vecteurs de mobilisation de l'individu. Mais si on ne le reconnaît pas et qu'on en est victime, là, à ce moment-là, on est débordé. Eh bien, merci Christophe, en tout cas, d'avoir réagi. Et puis, bien sûr, Michel Odoul et moi, on est totalement d'accord avec vous. Et on ne cesse de vous aider à mettre du sens sur ce qui vous arrive. Et visiblement, Christophe, vous avez fait ce beau travail qui certainement vous permet d'être beaucoup mieux aujourd'hui.
Merci à vous. On fait une petite pause et je crois qu'on va la retrouver, Violette. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Odoul est avec nous. Je rappelle le titre de votre livre. Est-ce encore nécessaire? Parce que j'ai l'impression que tout le monde l'a lu, tous ceux qui nous écoutent l'ont lu. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. C'est aux éditions Albin Michel. Et bientôt, on va fêter les 30 ans de ce livre. 30 ans, c'est l'âge adulte. C'est extraordinaire. Bah oui. Et puis on lui en souhaite encore de nombreuses années à ce livre et je ne suis pas inquiète. Alors, on va conclure avec vous, Violette. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Michel. Bonjour. Alors, merci de témoigner. Et puis, on vous écoute. Je crois que c'est un problème d'eczéma que vous avez, c'est ça? Oui, alors j'en ai toujours eu. Oui. J'ai un écho, j'ai pourtant... oui, j'en ai toujours eu, même enfant. Et là, donc ça va, ça vient en fonction des périodes de stress. Et là, dernièrement, j'étais en recherche d'emploi, j'ai trouvé un emploi et j'en ai eu plus que jamais. Et pour la première fois, enfin, plus particulièrement autour des yeux. Voilà, et je comprenais pas parce que justement, c'était après une bonne nouvelle. Mmh. Est-ce que vous y avez droit? Est-ce que c'est difficile pour vous de voir ou d'envisager que vous puissiez avoir droit à une bonne nouvelle? Oui, en effet, d'une part. Et d'autre part, sinon, l'autre question, c'était le pourquoi cet eczéma récalcitrant. Et d'autre part, sinon, côté dermato, c'est des crèmes, des corticoïdes auxquels maintenant je fais des allergies. J'overdose des corticoïdes et ils envisagent un traitement avec une crème. Ouais, et ça veut dire qu'il est peut-être temps que vous compreniez pourquoi vous avez de l'eczéma, Violette. C'est ça, c'est pour ça que je vous appelais. Eh bien, vous avez bien fait. Je vous laisse converser avec Michel Odoul qui va vous aider à c'est vrai que les crèmes aux corticoïdes, on ne va pas citer de marque, etc., sont des réponses assez classiques pour l'eczéma, mais ça permet de le faire rentrer. Et il me proposait une crème immunosuppresseur, dont la formule est utilisée. Mais tout est dit là. Ouais, d'accord. Immunosuppresseur, qu'est-ce que c'est que immunosuppresseur? Ça veut dire qu'il diminue la réponse immunitaire. Et la réponse immunitaire, c'est la capacité à bouter les Anglais hors de France, c'est-à-dire la capacité à réagir, à répondre à quelque chose qui est vécu comme une agression. La peau, c'est ce qui nous protège du monde extérieur. La manière avec laquelle l'eczéma exprime les choses, qui est que ça démange, ça gratte, c'est insatisfaisant, quand on se voit dans la glace, ça plaît pas, etc., etc. On met tout ça ensemble dans un shaker et ça nous donne peut-être une personne qui est extrêmement en colère face au monde extérieur, qui a une très mauvaise image de soi et qui est particulièrement mécontente par rapport au premier être avec lequel elle avait communiqué dès son émergence dans le monde qu'est le nôtre, par le contact et par le toucher de la peau, qui s'appelle sa mère. Oui, j'ai une relation particulière avec ma mère, et qui depuis, alors que pareil, j'avais une bonne nouvelle côté professionnel, elle s'effondre un peu, elle développe un trouble anxieux. À cause de votre bonne nouvelle? Non, c'est parce qu'elle a eu une mauvaise nouvelle de son côté. Elle a une grosse... Mais ça a l'air de vous impacter beaucoup quand même, oui, votre parce que mère. Je suis aidante quand elle s'écroule. Je dois gérer, mais de toute façon, l'eczéma, ça fait presque depuis le début de cette année. Enfin, j'en ai depuis que je suis petite, mais là, depuis cette année, j'arrive pas à m'en dépatouiller sur le visage. Alors, j'ai été victime d'une agression plus jeune, et c'est pour ça que je me disais, c'est vrai que ça sortait au niveau des yeux, des oreilles, la bouche, genre on m'écoute pas, on m'entend pas ou pas. J'en étais là, moi, en néophyte, mais voir ce que M. Odoul en dit. Ben oui, mais c'est ce que je vous disais par rapport à votre difficulté à voir que quelque chose de bien puisse vous arriver, à accepter d'entendre ça, à accepter de percevoir ce que votre corps essaye de vous dire. La colère rentrée n'apporte rien. D'ailleurs, la cortisone, c'est un produit chimique qui remplace la fonction anti-inflammatoire
d'une substance corporelle qui s'appelle le cortisol. On est là dans une difficulté à gérer l'équilibre et à répondre aux états inflammatoires et aux réponses inflammatoires, donc, et notamment immunitaires. C'est pour ça que le cran d'après, c'est effectivement l'immunosuppresseur. Vous êtes dans une phase de vie dans laquelle, sans doute, toutes les stratégies que vous avez pu mettre en place, parce que c'est le cas avec les pommades à la cortisone, et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas en utiliser, mais ça calme la chose, ça fait rentrer, mais ça ne traite pas le fond. Et la problématique qu'il y a dans ce que vous vivez, dans ce que vous êtes, c'est que tant que vous n'irez pas au fond de ce qui est la blessure première, de ce qui est le doute, de ce qui est, parce que ça touche le visage et les sens qui permettent de percevoir, de ce qui est votre identité, l'image que vous avez de vous-même, la façon dont vous vous voyez, vous vous percevez, les injonctions que vous entendez des autres, et au milieu de tout ça, la place que vous gardez et qui est la vôtre, bien entendu qu'il y a un sacré ménage à faire et qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être profondément pacifié. Et ça, vous pourrez vous faire aider par... alors à la fois l'homéopathie peut beaucoup aider, et je ne dis pas que ça règle tout, mais ça peut beaucoup aider dans les questions de l'eczéma. Les modes alimentaires et les réglages alimentaires peuvent beaucoup aider dans ce qui est la question de l'eczéma, parce qu'il y a un déséquilibre au niveau du pH acide dans le corps. Des techniques énergétiques d'acupuncture ou de shiatsu pourront vous aider aussi dans cette dimension-là. Mais tout ça... J'ai fait une séance cet été d'acupuncture, ça a calmé 2 jours, après c'est revenu. Oui, mais attendez, vous avez ça depuis que vous êtes petite. Vous ne pouvez pas demander à l'acupuncture de régler ça en 2 fois. Non, mais il faut vraiment que vous compreniez, Violette, que vous ne vous respectez pas à l'intérieur de vous, et votre peau, qui est censée quand même vous respecter par rapport au monde extérieur, manifeste à quel point vous ne vous respectez pas à l'intérieur de vous par rapport à votre mère, par rapport à je ne sais quoi. Il faut nommer votre colère. Et vous avez le droit d'exprimer votre colère, et si vous l'exprimez, peut-être par l'écrit d'abord, écrivez peut-être qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie, les combats que vous auriez aimé mener, etc. Et tout doucement, vous allez vous prendre de l'assurance et vous allez pouvoir vous respecter, parce que je crois que là, on est vraiment dans quelque chose de fondamental. C'est la photo de quoi qu'on met sur vos papiers ? De votre visage. Je conclus parce qu'on est en fin d'émission et que j'ai pas le... C'est une question d'identité. Oui, je vous aide parce que je décode assez bien Michel Odoul, quand même, depuis le temps. Oui. Donc vous avez, voilà, et c'est votre visage et c'est terrible, c'est terrible. Faites-vous confiance, parce donnez-vous que le droit. J'imagine bien, Violette, la souffrance que ça doit être d'avoir de l'eczéma sur le visage et puis ça gratte, ça démange, c'est insupportable. Je vous en supplie, respectez-vous. N'oubliez pas, la clé de ce que vous avez dit dès le début, c'est en ayant une bonne nouvelle que ça a déclenché une crise. Vous méritez. Vous méritez cette bonne nouvelle. Merci beaucoup, Michel Odoul. Merci à tous d'avoir témoigné. Je vous conseille tous de vous respecter, de toute façon, de vous aimer et de vous respecter. Et je pense que ça fera du bien à la sécurité sociale. On sera tous beaucoup moins malades. Merci, Michel Odoul. Demain, on sera avec Flore Chéry. On verra en quoi les nouvelles technologies ont fait évoluer notre sexualité. Est-ce que les robots sexuels, c'est pour demain ? Bon, ça, c'est pas sûr et j'espère que non. Et tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne pour C'est votre avenir. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.